Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc tout d'abord, avant d'introduire en fait le sujet, j'aimerais juste souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans, à toutes les communautés pardon, musulmanes. Je tiens aussi à remercier mon ami Jonathan pour la communication qu'il avait faite pour cette chaîne-là. Jonathan, si je sais que tu regardes les vidéos, donc je tiens sincèrement à te remercier hein, à travers les mots que tu avais utilisés aussi, ça m'a fait super plaisir. Et voilà, et je souhaite en fait aux nouveaux abonnés la bienvenue sur cette chaîne-là, qui a encore une fois, je le rappelle, comme objectif de promouvoir les élevages de canaris et des chardonnerets, d'étudier certaines pathologies, certaines maladies, mieux comprendre les phénomènes dans les élevages pour mieux s'occuper de nos petites bêtes. Donc voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, il s'agit en fait de la première sortie du nid des jeunes canaris et chardonnerets. Donc c'est le cas pour moi. Donc ce matin, il y a eu les sorties de la première nichée de l'année, canaris, et la première nichée de l'année chardonneret. Et donc du coup, ça mérite un sujet. Donc ça mérite un vrai sujet parce que c'est là où le boulot en fait, où le travail de l'éleveur commence sérieusement, c'est à la sortie des jeunes. On a franchi le premier cap de la préparation, le deuxième cap de la pente, l'incubation, le nourrissage et ce troisième cap-là, en fait, il s'agit en fait de la sortie des jeunes du nid. On va voir que autour d'eux, il y a du danger partout. Je m'excuse pour le couple là. Ils sont en train de se disputer. Donc du coup, quand les jeunes ils sortent du nid, en fait, il y a tout un danger autour d'eux. Même si vous ne voyez en fait qu'une cage simple avec le couple et les jeunes, en fait, à vrai dire, si on se met à la place des jeunes, en fait, le danger il est partout. Donc on va regarder sous quelle forme se trouve le danger et où exactement. Donc je pourrais malheureusement pas tout citer, mais on va regarder certaines astuces histoire de sécuriser les jeunes et pour pas qu'ils se blessent. Il y a aussi le deuxième axe qui est l'hygiène, donc on va reparler de l'hygiène, donc à savoir que lors de la sortie des jeunes, en fait, vous devez multiplier votre temps de nettoyage par deux, pas forcément. Au début, vous aviez que un couple, ça veut dire deux oiseaux dans la même batterie, et d'un seul coup, vous vous êtes retrouvé avec plus de deux oiseaux, ça dépend des nichés. Deux bébés en plus, cinq bébés, six bébés, ça dépend de chaque niché. Donc du coup, forcément, la même cage, elle sera salie plus vite que si on avait un seul couple dedans. Donc ça, la plupart des éleveurs, ils font pas attention à ça, mais on va le rappeler. Il y a aussi un critère de santé. On va regarder en fait la santé de comment garantir une bonne santé pour ces jeunes-là. Et le dernier point, c'est l'examen. Donc quelques examens à faire et quelques techniques ou quelques astuces que je vais partager avec vous. Donc tout d'abord, on va commencer par la partie sécurité. Donc la sécurité, tout d'abord, quand les jeunes ils commencent à sortir du nid, donc voilà. Donc les jeunes là, ce sont des jeunes canaris. Donc l'arlequin, la femelle, le mâle, c'est le malinois. Ils ont deux jeunes là-bas au fond. Hop. Je vais zoomer. Et deux jeunes qui sont ici. Donc du coup, ils sont sortis hier du nid. Donc je rappelle, le nid, pardon, il était de ce côté-là. Donc ils sont sortis hier du nid. Et il y en a même deux qui ont dormi sur le perchoir. Et ce matin, j'ai trouvé les quatre qui sont sortis du nid. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé le nid. J'ai complètement enlevé le nid. Je leur avais mis en fait un nid en terre cuite en bas. Mais ils y vont pas, contrairement à ceux-là. Contrairement aux chardonnerets. Là, je vais vous montrer aussi ici. Donc ici, c'est pareil. Ils sont sortis du nid. Donc le nid qu'il faut descendre, c'est celui-ci. Pourquoi il faut descendre le nid? Tout simplement parce que, premièrement, vous devez nettoyer l'endroit où se trouvait l'ancien nid, parce qu'il y a eu forcément des fientes et de la saleté qui s'est collée dans les recoins de la cage, dans les grilles, etc. Donc ça vous permet de dégager la place dans la zone pour pouvoir tout désinfecter. Et en même temps, si jamais ils se poussent, parce qu'à ce moment-là, ils
ils sont inconscients, les jeunes, ils vont se pousser les uns les autres, la chute, elle sera moins importante. Donc du coup, vous remettez un nid ici, et ce nid-là, il va servir pour les jeunes qui n'ont pas assez de force pour remonter sur le perchoir. Et moi, je remets, il y a certains éleveurs qui remettent un deuxième nid, comme ça la maman, elle va directement démarrer un deuxième tour, même si elle a des jeunes qui sont dans ce nid-là. Moi, je leur donne en fait une fausse période de récupération. Ça veut dire les 2 ou 3 premières semaines, il faut qu'ils s'occupent correctement des jeunes et je vais les observer. Donc du coup, je ne remets pas un nid tout de suite. Donc voilà, donc le nid dont je vous ai parlé, je l'ai descendu ici pour 2 raisons. Premièrement, pour dégager l'espace pour nettoyer le coin, parce que ça fait quand même 2 ou 3 semaines que les jeunes ils font leurs besoins dans le coin, donc forcément les parois elles étaient sales. On va revenir dans la partie hygiène. Mais pour que les jeunes, s'ils tombent, ben, la chute, elle sera moins importante. Et donc, du coup, j'ai remis un nid ici. Et encore une fois, pour les moins forts, en fait, de la nichée, ça leur permet quand même d'avoir un perchoir à quelques centimètres au lieu d'avoir les perchoirs qui sont ici. Voilà, donc moi, j'enlève, je descends le nid. Là, j'ai carrément changé, donc j'ai enlevé le nid en PVC, j'ai mis un nid en terre cuite. Pourquoi? Parce qu'il est lourd, il est stable, il ne peut pas se retourner. Un nid en plastique, si vous le mettez au fond de la cage, à n'importe quel moment, ils peuvent le retourner, et donc du coup, ils ne vont pas trop s'en servir. Donc, deuxième critère concernant la sécurité, c'est redonner systématiquement de la charpie au couple. Donc, vous voyez, ça c'est le premier couple, j'ai redonné de la charpie, même s'il n'y a pas de nid. Pourquoi? Parce qu'ici, j'avais redescendu le nid. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, il est derrière moi. Mais par contre, ils savaient directement se mettre sur les perchoirs. Ils ont plus de force que les chardonnerets. Donc ces canaris-là, ils ont plus de force parce qu'ils sont à 2 jours, ils sont nés 2 jours avant les chardonnerets. Et donc du coup, ils savent se mettre directement sur les perchoirs. Il n'y a pas besoin de ce nid-là. Et vous avez vu que j'ai pas gardé un nid, j'ai quand même donné au mâle et à la femelle de la charpie. Et ici, c'est pareil. Je leur ai donné de la charpie, même si je n'ai pas gardé de nid, le seul nid c'est celui-ci. Pourquoi donner de la charpie? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des parents qui sont impatients pour redémarrer un deuxième tour. Pourquoi? Parce que trop de vitamines, trop de pâté, trop de graines, tout ça en fait ça travaille les hormones chez les couples et à peine leurs jeunes ils sont sortis du nid, ils vont commencer à les piquer. Donc ils vont commencer à prendre les plumes des petits. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Alors, regarde. Vous voyez comment elle la pique? Je ne sais pas, elle était en train de piquer la jeune là-bas. En fait, pour la sécurité, pourquoi? Parce que les parents, ils cherchent un matériau pour pouvoir redémarrer une deuxième nichée. Et pour éviter que vos jeunes se retrouvent déplumés et s'affaiblissent, on va parler encore en fait de leur état de santé quand ils sortent du nid, en fait, ce sont des oiseaux hyper faibles. Ils sont très très faibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore un système immunitaire qui est autonome. Vous voyez comment elle est en train de la piquer là? Voilà, elle lui a arraché une plume. Et pourtant, elle a de la charpie ici. Donc il faut il faut être très attentif en fait elle est partie piquer l'autre. Donc quand elle fait ça, il faut soit séparer la femelle, laisser que le mâle qui va nourrir les jeunes, ou soit il faut mettre une grille de séparation entre les jeunes et le couple. Comme ça, le couple il va démarrer une nichée et à travers la séparation, ils peuvent nourrir les jeunes. Et ça, enfin, c'est pas impactant parce que les plumes, elles repoussent du moment où elle va pas vraiment les découvrir. Les plumes, elles vont repousser. Vous voyez comment elle les pique. Mais par contre, c'est impactant, c'est très impactant pour les jeunes que vous voulez présenter au concours. Donc les jeunes, pas chardonneret, canaris de couleur, ça en fait, ça va vous créer des impacts ou des grosses erreurs au niveau de la teinte et de la coloration des jeunes plus tard. Je parle bien du jaune et de la coloration jaune et de la coloration rouge. Donc voilà pourquoi je redonne de la charpie systématiquement. Mais comme vous avez vu, malgré la charpie, en fait, c'est la nature en fait qui est comme ça. Même dans la nature, les parents ils vont quand même prendre quelques plumes des jeunes pour pouvoir retapisser le nid. Mais il faut minimiser en fait ce phénomène-là, il faut leur mettre de la charpie. Moi, j'ai enlevé le nid, comme ça ne déclenche pas chez elle l'instinct en fait, de redémarrer un deuxième tour tout de suite. Et malgré ça, et
en plus de la charpie, malgré ça, elle va les piquer. Mais je surveille. Vous devez surveiller en fait les plumes dans le plateau. Donc tous les matins, vous regardez. Si vous voyez trop de plumes, il faut absolument séparer. Soit séparer la femelle, la mettre dans une autre cage, et le mâle il va vraiment s'en occuper. Ou soit vous mettez ici, je peux pas la séparer parce que c'est déjà une cage de 120. Elle est déjà séparée pour deux couples. Mais par contre, si j'avais une cage qui se séparait, j'aurais mis la séparation pour que les jeunes soient d'un côté et le couple de l'autre côté. Donc ensuite, il y a un critère de sécurité qui est ultra important, ce sont en fait les dangers. Donc chaque objet, il faut éviter de poser des objets à droite et à gauche. Les gamelles de ce type-là, de ce que vous voyez ici, il faut les éviter. Cela, c'est parce que les jeunes, ils sont encore dans le nid. Mais quand vous avez des sorties de jeunes, il faut mettre le moins d'objets possible dans la cage. Au pire, vous pouvez les accrocher. Par exemple, la gamelle, une fois que les jeunes ils sont sortis, je l'ai accroché. Ça touche deux critères. Le critère de sécurité pour pas que les jeunes ils se blessent et le critère d'hygiène pour pas que les jeunes vont salir la nourriture et manger plus tard ou les parents viennent manger dessus. Par contre, un des dangers de la cage, en fait, ce sont ces ressorts qui sont là. Donc vous voyez que ici c'est pointu. Donc les jeunes, ils vont jouer comme ils ont l'instinct très joueur, les jeunes. En fait, ils vont devoir le mettre dans leur bouche, ils vont se faire mal, ça va mal cicatriser, vous allez avoir des défauts quand ils se nourrissent ou quand ils boivent de l'eau, etc. Et ici aussi, c'est très dangereux parce que même les adultes arrivent à glisser leur angle ici dans le ressort. Et moi, j'ai eu la blague il y a 3 semaines, regardez mon mâle pastel, il lui manque un angle à l'arrière. Donc malgré qu'il soit adulte, il a glissé l'angle du doigt derrière dans le ressort ici. Et donc du coup, il s'est fait arracher. Donc il y a l'angle qui peut rentrer ici, il y a la bague qui peut coincer ici. Il y a aussi les jeunes qui vont venir jouer avec leur bec et donc du coup ils peuvent se faire très mal, ils peuvent s'ouvrir en fait la mâchoire ou s'ouvrir des fois aussi les yeux, hein, ils peuvent se faire mal aux yeux. Donc du coup, comment je procède quand j'ai les jeunes? Ici j'ai commencé à le faire mais j'ai pas encore fini. En fait, je protège avec des gaines. Je sais pas où est-ce qu'elle est là-dedans. Hop. Je protège avec des gaines. Donc c'est aussi simple. Tout est autour de vous. Tous les matériaux utilisés ici sont autour de vous. Donc je viens glisser deux gaines. Hop, je viens glisser deux gaines. Donc vous regardez comment il était avant. Donc c'était un fil découvert. Et je l'ai couvert en fait avec la gaine d'un vieux stylo. Donc ça c'est un stylo. Donc j'ai découpé deux morceaux. Et je suis venu les glisser à droite et à gauche de chaque côté en fait ici pour pouvoir premièrement boucher, pas laisser la partie pointue qu'on voit ici qui fait mal aux jeunes et en même temps pour pas que la bague elle puisse passer parce que ça fait le diamètre de leur bague et il peut pas rentrer là-dedans. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser les gaines pour les bagues, les gaines qu'on met pour les bagues, les chauffer. Quand vous allez les chauffer avec un sèche-cheveux, elles vont se rétrécir, elles vont se serrer sur le fil électrique. Et si vous avez rien du tout, vous pouvez prendre des cotons-tiges et les découper parce que notre ami Jonathan, il a eu l'idée de découper en fait un coton-tige pour se servir comme une sonde de nourrissage. Vous pouvez faire la même chose pour récupérer les morceaux de tube, là, les morceaux de gaine et venir sécuriser en fait tous les ressorts à droite et à gauche. Et en ce qui concerne ce ressort-là, moi j'ai une gaine électrique, vous pouvez aller la chercher au Roi Merlin, en fait c'est des gros tubes comme ça, que je découpe, et donc du coup je viens l'insérer ici, et ça fait ça. Donc il n'y a plus de ressort voyant, il n'y a plus de pointe qui fera mal en fait aux jeunes. Donc voici en ce qui concerne la sécurité. Malheureusement, on ne peut pas tout lister parce que la liste, elle est vraiment... Et il faut juste éviter le maximum d'objets dans la cage. Il faut réduire le nombre de, par exemple, pâté industriel, pâté maison, mélange de graines et le grit. Voilà, et de l'eau. Donc voilà, je mets pas 10 000 gamelles de pâté, 10 000 gamelles, voilà. Et ça, c'est tous les jours, on va voir dans la partie santé.
Donc ensuite, la partie hygiène. Donc le bain tous les 2 jours. Si vous ne pouvez pas leur donner le bain tous les jours, c'est tous les 2 jours, c'est un minimum. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils sont en train de faire sortir les plumes. Donc il y a des tubes qui vont se former. Et une fois que la plume elle est sortie, il y a de la poussière, enfin le reste de la plume qui va venir salir l'environnement. Ils vont le respirer, c'est pas bon. Je vais vous montrer moi ma technique. Donc du coup voilà, quand les jeunes ils font leurs plumes, en fait c'est la période la plus sale. C'est comme la mue. Il y a deux grosses périodes d'hygiène en fait chez un éleveur. C'est pendant la mue des adultes et pendant les jeunes, la sortie des jeunes. Ils vont commencer à faire les plumes et donc du coup ils vont salir avec la kératine qui n'était pas bien la kératine usée, pardon, ça va salir, ça va générer de la poussière, ça va générer beaucoup de saleté dans la cage. Donc le nettoyage quotidien, ça c'est primordial, on en a parlé. Quand vous aviez dans la même cage un couple, vous pouviez faire le nettoyage une fois par semaine, mais là je suis passé par exemple rien que dans cette cage-là de 2 oiseaux à 6 oiseaux. Et donc du coup forcément la même cage va se salir plus rapidement. Et si je double pas nettoyage quotidien, si je triple pas en fait la cadence de nettoyage, je vais vite être envahi par les bactéries et par les microbes. Donc c'est pareil, moi j'avais pris ces cages-là pour 2 objectifs. Moi mes cages elles sont là, c'est les cages Cova de 120. J'ai pris le nouveau modèle en fait de chez 2GR pour 2 raisons. Premièrement, il y a des parois qui remplacent les grilles, donc il y a moins d'objets qui peuvent blesser les jeunes oisillons. Je les ai achetés uniquement pour les jeunes parce que l'année dernière j'ai perdu 7 chardonnerets avec les barres, même avec la grille du fond. J'en ai perdu un, il était vraiment très beau, un opale avec la grille du fond. Je sais pas ce qu'il a fait, il pouvait plus remonter et donc du coup je l'ai perdu, il était coincé dans la grille du fond. Et donc du coup j'ai pris ces cages là pour les parois qui sont sécurisées et j'ai pris aussi ces cages là pour l'entretien. Il a suffi ce matin et tous les matins même hier en fait que je prenne un torchon humide et je viens passer un coup sur l'ensemble des parois et donc vous voyez c'est comme du neuf. C'est pareil les perchoirs les amis, on va voir ça dans la trichomonas ou dans la mycoplasmose. Les perchoirs il faut les nettoyer régulièrement tous les 2 jours, tous les 3 jours parce qu'ils vont se gratter le bec dessus et le bec il est à côté des yeux, il est à côté des narines, des sinus, donc c'est une entrée parfaite pour n'importe quelle bactérie, parasite ou microbe. Donc ensuite, utiliser les sopalins en dessous du nid. Par exemple ici, quand j'ai mis un nid au fond qui est utilisé par les chardonnerets, j'ai mis en fait un sopalin juste en dessous du nid. Pourquoi? Parce que ça va me permettre tous les jours de changer que le sopalin au lieu de changer tout le carton. Donc on sait très bien qu'autour du nid, les jeunes ils font beaucoup de fientes et donc du coup c'est économique. En fait tous les jours vous changez les sopalins. Ici comme ils n'ont pas voulu du nid, ils sont sur les perchoirs, ben, j'ai placé des sopalins à droite et à gauche. Et tous les matins je change les sopalins sans me faire impacter sur le carton. Donc le carton je le maintiens toutes les semaines et le sopalin je le change tous les matins. Donc la ventilation, c'est hyper important. Donc quand vous êtes dans une salle d'élevage au début de la reproduction, vous avez vos couples adultes. Et après la sortie des jeunes, vous avez doublé en fait le volume d'oiseaux. Donc forcément, il y a plus de pollution, il y a plus de saleté et l'air elle est pollué. Même si nous on ne le sent pas, même si les oiseaux ne le sentent pas, l'air elle est polluée. Vous pouvez juste aérer. Il faut ventiler votre salle d'élevage. Ça veut dire il faut ouvrir. Moi j'ai ici par exemple une autre pièce que je vais l'utiliser après pour le sevrage des jeunes et les envols. Et donc du coup, il faut ventiler. Mais par contre, je la laisse fermer parce que il fait froid et j'ai pas envie que les jeunes ils attrapent froid. Donc moi, j'ai une astuce. Et d'ailleurs, en fait, tous les éleveurs, ils ont tous les gros éleveurs, en fait, ils ont ce qu'on appelle un purificateur d'air. Donc c'est un modèle que j'avais acheté l'année dernière.
qui m'a servi déjà l'année dernière. Donc c'est un purificateur d'air. L'air, elle rentre par là. Et il y a plusieurs filtres, dont un filtre charbon, dont un filtre ionique, donc il filtre les parasites, il filtre les microbes. Il y a plusieurs réglages. Donc quand la lumière elle est verte comme ça veut dire l'air elle est... Et je le fais fonctionner 1 heure le matin, 1 heure le soir. Comme ça, la nuit, ils vont dormir avec l'air bien pur. Et dans la journée, avec la respiration de la nuit, bah, je fais débarrasser tous les microbes. Et ça aussi, il me sert contre le point noir. Donc quand il y a un germe du point noir qui circule au début de la reproduction, en fait, ce genre de filtre, il vous supprime tous les germes, virus, bactéries, microbes qui sont dans l'air. En fait, il purifie l'air. Il existe le même modèle chez les humains qu'on met dans une maison pour purifier l'air, les mauvaises odeurs, la fumée, etc. Celui-ci, il est juste un peu plus technique parce qu'il cible en fait les bactéries, il cible les germes qui sont nocifs pour les oiseaux. Donc c'est une marque belge, Bird, je ne sais plus, je l'ai pas, est-ce qu'il y a marqué quelque chose? C'est quelque chose Bird. Je vous donnerai dans le descriptif, je vous donnerai le modèle. Donc par exemple ici, c'est une filtration ionique. Ça veut dire que ce sont les aimants qui vont filtrer les particules. Après, vous pouvez le programmer 1 heure, 4 heures, 8 heures en mode automatique, moyen et très fort. Par exemple, si je clique très fort, voilà. Et l'avantage en fait, l'avantage de ce purificateur, c'est qu'il vous donne aussi une idée sur la qualité de l'air. Quand c'est vert comme ça, c'est que l'air elle est excellente. Quand c'est bleu, c'est que l'air elle est bonne, mais par contre, elle n'est pas encore pure. Et quand elle est rouge, c'est que l'air elle est chargée en pollen, elle est chargée en bactéries, elle est chargée en substances nocives à respirer. Donc du coup, je vous donnerai le prix dans le descriptif. Le modèle, c'est un produit belge. Je me suis servi, vous voyez qu'il vient de changer de couleur. Donc tout à l'heure il était très vert, ça veut dire la qualité elle était excellente. Maintenant il devient un peu plus vert parce que je suis dans la salle et je pollue en fait. Quand on est dans la salle d'élevage, on compte parmi les oiseaux qui polluent en fait parce qu'on respire, on expire et donc du coup il y a une partie de notre pollution aussi qui impacte l'air. C'est pour ça qu'il faut passer le moins de temps dans votre salle d'élevage. Donc sinon, pour ceux qui veulent pas investir en fait dans des appareils comme ça, il faut juste aérer, ventiler, ouvrir la fenêtre, ouvrir la salle, c'est important, ça fait rentrer de l'air toute neuve et en même temps ça fait dégager les parasites, ça fait dégager les virus qui flottent dans l'air. La terre de diatomée aussi, la terre de diatomée c'est ça pour ceux qui connaissent pas. Elle est utilisée quasiment dans tous les élevages de poules, de chiens, de machin. Et donc du coup, moi j'utilise cette petite soufflette que je viens mettre dans les perchoirs. Donc je charge la terre de diatomée et je viens à l'intérieur de chaque perchoir, hop, faire ça. Donc vous avez dû voir déjà cette technique dans ma vidéo quand j'ai traité à l'Ivomec et l'ivermectine. En plus de ça, je le fais systématiquement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de terre de diatomée en fait qui se met à l'intérieur pour éviter les poux, pour éviter aussi les acariens. Donc maintenant on va attaquer la partie santé des oiseaux. Donc déjà la pâtée tous les jours, vaut mieux leur donner la pâtée le matin et qu'elle soit fraîche. Donc moi j'utilise 2 types de pâtée, brocoli et œufs tous les jours. Par exemple, brocoli et œufs ici tous les jours parce qu'ils ont beaucoup à nourrir. De la pâtée industrielle tous les jours. Et ici, c'est un autre régime. J'ai donné une pomme, un demi-œuf et des perles de morbide parce que les jeunes, ils sont, on le voit ici, ils sont toujours petits dans le nid. Mais l'objectif, c'est pas de vous parler de mes différentes pâtes, c'est juste de vous dire qu'il faut donner la pâtée industrielle tous les jours au matin, fraîche. Donc à jeter demain matin. La pâtée fraîche faite maison tous les matins et vous jetez ce qui reste ici, vous ne leur donnez pas le même œuf, l'œuf changé tous les jours. Du grit, c'est important et les graines aussi, le mélange de graines tous les matins comme d'habitude et l'eau aussi tous les matins. Donc l'eau aussi tous les matins. Le citron dans la boisson. Le citron dans la boisson, vous pouvez leur donner 1 fois par semaine le citron, des gouttes de citron.
vaut mieux que le citron soit bio, à mettre directement dans la boisson. Pourquoi? Parce que les jeunes, quand ils sortent, en fait, la plupart des maladies, elles arrivent pendant la saison d'élevage. Pourquoi? Parce qu'en fait, la porte d'entrée, ce sont les jeunes. Il y a des parents qui tombent malades à la sortie la mue, pardon, et il y a des jeunes qui tombent malades et ils vont contaminer les parents. Donc du coup, on va voir la salmonelle et la colibacillose plus tard. Mais par contre, quand les jeunes ils sortent du nid, ils sont fragiles, ils ont un système immunitaire qui est très faible et c'est une porte d'entrée pour les bactéries, pour les parasites, pour les virus. Et donc pour monter ou pour accélérer la formation de leur système immunitaire, en fait, il faut mettre un peu de citron dans la boisson, c'est un antiseptique et ça booste aussi le système immunitaire. Et c'est pareil, vous avez dans le rayon épices des supermarchés l'ail séché sous forme en fait de poudre à mélanger avec la pâtée, soit la pâtée industrielle, soit la pâtée faite maison, et leur donner ça tous les jours. Jusqu'à ce qu'ils commencent à être sevrés pour booster leur système immunitaire. Il y a juste un dernier point qui est très important. En fait, les jeunes, quand ils sortent du nid, ils sont sujets à la coccidiose. Pourquoi ils sont sujets à la coccidiose? On vient de voir qu'ils jouent beaucoup avec les objets. Ils vont même tenter de manger les fientes parce qu'ils ne connaissent pas, ils sont en train de découvrir et tant qu'ils ne l'ont pas fait, ils ne savent pas ce que ça fait. Et donc du coup, il y en a beaucoup qui vont manger directement les fientes et ça va générer dans leur système digestif de la pourriture, des infections et donc du coup, par précaution, il faut les traiter avec un anti-coccidiose une seule fois avant le sevrage. Pourquoi? Surtout les premiers jours, parce que c'est surtout les premiers jours qu'ils vont comprendre que la fiente ne se mange pas. Donc ils vont forcément manger de la fiente, ils vont forcément manger du carton, et donc du coup pour éviter que ça déclenche chez eux la coccidiose et infecter tout, il faut par précaution, dès la sortie du nid, leur injecter une dose d'anticoccidie. Moi j'utilise ce produit-là encore une fois, je ne fais pas de pub, mais je vous donne une idée. J'ai aussi un produit que je vous ai parlé pendant la vidéo de la coccidiose, mais il était puissant, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser ce produit-là. Apparemment, c'est un complément alimentaire qui est fait à base d'extraits de végétaux. Donc je l'ai utilisé l'année dernière, je le réutilise cette année, on verra ce que ça donne. L'année dernière, j'ai pas eu de coccidiose. Et donc du coup, cette année, on verra ce que ça va donner. Juste un dernier produit, il faut prévoir aussi du Tromazédil de chez le vétérinaire. Vous n'allez pas forcément l'utiliser, mais en fait, ça calme les douleurs parce que vous aurez forcément des blessés. Vous aurez certainement un oiseau qui s'est coincé la patte dans les ressorts, un oiseau qui s'est blessé dans la grille, machin, et ça, en fait, c'est un antidouleur. Chez le vétérinaire, c'est une seule goutte. Donc moi, je le prévois à chaque début de saison parce que l'année dernière, comme je vous ai expliqué, j'ai perdu 7 jeunes avec des accidents bidons, des accidents comme ça, et pourtant je fais attention, je respecte tout ce que je vous ai montré. Malgré ça, ça n'a pas empêché de perdre 7 jeunes à cause en fait des accidents dans la cage. Donc du coup, moi je prévois systématiquement ce produit-là de chez le vétérinaire, ça calme la douleur, le temps de voir le plan d'action pour corriger l'aile, corriger la patte, etc. Donc ensuite, on va passer à la partie examen. Donc la partie examen, quand les jeunes ils sortent comme ça du nid, il faut les examiner de suite. Il ne faut pas attendre, il faut vérifier leurs pattes. Pourquoi leurs pattes? Parce que la charpie qui a été utilisée, le coton que vous leur donnez, machin, ça peut se mêler en fait autour de leurs doigts et ça peut créer, des fois ça rentre dans la peau, des fois tellement c'est serré autour de leurs pattes, autour de leurs doigts, en fait ça va rentrer dans la peau et c'est plus possible de le retirer sans les faire saigner. Donc quand ils sortent comme ça, il faut systématiquement checker leurs pattes. S'il n'y a pas un bout de charpie ou un bout de coton mêlé autour de leurs pattes, les doigts, le bec aussi, il faut voir s'ils n'ont pas la gale autour du bec, s'ils ne se sont pas fait mal, s'ils n'ont pas une malformation dans le bec, dans la bouche un peu. La respiration, il faut regarder s'il respire vite, s'il respire bien, s'il respire mal. Il ne faut pas hésiter aussi à les retourner comme on avait vu pendant les vidéos du système digestif. Regardez s'ils ont par exemple le foie, s'ils n'ont pas une boule, s'ils n'ont pas les intestins très gonflés, si le ventre il n'est pas rouge, donc la partie transparente. Maintenant que vous commencez à nous suivre sur cette chaîne-là, vous savez diagnostiquer rapidement certaines maladies liées au système digestif. Les
les yeux aussi, il faut faire attention. Quand vous avez des jeunes aux yeux rouges, il est où? Celui qui est au fond là-bas, l'Isabelle qui est au fond, elle a les yeux rouges. Donc je fais attention, je teste bien sa vue. Voilà, elle a vraiment les yeux très très rouges. Voilà, donc je m'assure qu'elle peut voir, parce que souvent ceux qui ont les yeux rouges, des fois c'est du double facteur, et donc du coup ça impacte la vue, la qualité de la vue. Et donc du coup, moi, quand j'ai des yeux rouges, je vérifie que les jeunes ils voient bien, je mets ma main pour voir qu'ils me voient arriver, j'essaie de faire des mouvements et voir s'ils suivent les mouvements ou pas, parce que certains jeunes en fait qui naissent avec les yeux rouges, les éleveurs ils s'en rendent compte qu'après le sevrage, plusieurs mois après. Et dommage parce qu'on les pénalise, ils peuvent bénéficier d'un soin supplémentaire par rapport aux autres, en termes d'hygiène, en termes de vitamines, en termes de beaucoup de choses. Donc il faut les vérifier à la sortie. Les yeux rouges, il faut vérifier que vos oiseaux, ils voient bien, ils n'ont pas un problème de vue. Et après, vous pouvez déjà commencer à, pas diagnostiquer, mais à identifier en fait vos panachés à partir des plumes. Les gorges blanches, les têtes blanches, le sexage aussi. Donc à partir des règles des mutations que je vous ai déjà expliquées, on sait, il y a certains jeunes qu'on sait déjà sexer à partir des règles de mutation, parce que si c'est telle mutation, ça ne peut être que des femelles parce que le père il est comme ça. Si c'est telle mutation, ça ne peut être qu'un mâle parce que la mutation elle se transmet voilà de la maman au papa, etc. Donc là on va faire un petit test. Je vais prendre quelques petits jeunes pour aborder en fait le diagnostic ou l'examen par rapport aux mutations. Donc je vais juste mettre mon téléphone sur le support. Hop, je vais aller chercher des jeunes et on va démarrer. Donc je vais malheureusement pas pouvoir tout prendre, donc je vais prendre cette jeune là, c'est une jeune Isabelle, donc une Isabelle aux yeux rouges. Donc pourquoi je dis que c'est une jeune Isabelle? Parce que le papa il est Isabelle, voilà, et l'Isabelle comme on a vu dans la vidéo des mutations liées au sexe, l'Isabelle c'est une mutation liée au sexe, et donc je vous ai expliqué systématiquement que quand vous prenez un mâle mutation liée au sexe, et pas la femelle en face, il va donner systématiquement toutes les femelles comme lui. Donc c'est une Isabelle aux yeux rouges et je sais que c'est une femelle. Donc ne confondez pas avec l'albino. Là on dirait qu'elle est albino, elle est blanche, mais non elle n'est pas blanche, je ne sais pas si c'est l'éclairage. Elle est bien Isabelle, très très claire. Et donc du coup, hop, elle me s'envolait. Elle est même partie chez les autres chardonnerets. C'est bien, ça veut dire elle a la force. Donc je vais vous montrer son papa et sa maman, vous allez comprendre. Donc ça c'est son papa, c'est l'Isabelle que j'ai coloré en rouge. Et ça c'est sa maman, qui est panachée, Agathe à la base est panachée. Hop, voilà. Donc vous imaginez bien que si j'ai une Isabelle, ça peut pas être un garçon, ça peut pas être un mâle, parce que la mère n'est ni porteur d'Isabelle, ni Isabelle, et donc du coup, ça ne peut être qu'une femelle qui a pris le gène de son père, un gène de son père. Parce que la mutation liée au sexe, il faut juste un gène pour les femelles. Donc je vais prendre un autre. Donc là, je vais prendre un chardonneret, hop, voilà, je prends un chardonneret, hop, je lui enlève les plumes, voilà, donc c'est un chardonneret, donc les pattes, donc vous voyez, il a une partie des pattes qui sont blanches, et l'autre qui est noire, hop. Ah, il s'envole bien, hein. Voilà. Donc celui-ci, en fait, il est un peu apprivoisé. Pourquoi? Parce que il accepte toujours la seringue. Donc comme il vient du panaché, là je regarde, il n'a pas de panachure, ni à droite ni à gauche. Donc celui-ci, c'est un agate, hein, il sera agate. Il n'a pas de panachure. Dans le dos, il n'a pas de panachure. Dans la queue, il n'a pas de panachure. Donc ça sera un agate. Et tête blanche, donc gorge blanche, non, il n'est pas gorge blanche. Hop.
Pourquoi? Parce que, hop, la gorge, elle est brune. Donc, gorge blanche, il faut que vous retournez, vous soufflez en dessous des plumes, là. Et si les plumes, elles sont blanches, c'est qu'il est gorge blanche. Si les plumes, elles sont brunes, grises ou brunes, pardon, c'est qu'il n'est pas... Voilà, vous voyez le bas de la plume? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez le bas de la plume qui est gris? Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de blanc ici, il y aura bien un masque. Et ici, c'est pareil. La tête blanche, vous faites la même chose. Quand vous regardez que c'est brun comme ça derrière, voilà, c'est que c'est pas une tête blanche. Je vais vous montrer ce que c'est. En fait, il faut que le dessous de la plume, tout le gris que vous voyez ici, il faut qu'il soit blanc. Quand c'est blanc, c'est que c'est une tête blanche. Là, c'est pas une tête blanche, ça va être un agate normal. Donc, je vais prendre... Voilà. Donc, je vais prendre ce jeune mâle. Donc, c'est le mâle, c'est le frère de l'Isabelle. Donc, vous voyez. Il est très beau, j'aime bien. Donc, il a une gorge blanche, lui. Hop. Donc, vous voyez. Le dessous de la plume, il est blanc. Donc, il va la garder. Il va pas garder cette tache-là que juste avant la mue juvénile. Et pourquoi je dis que c'est un mâle? Moi, j'aime bien les petites taches, en fait. On dirait que c'est un panaché. Et ça, c'est les critères d'un vrai panaché dans les chardonnerets. La queue blanche, les ailes, quelques plumes blanches, la gorge blanche derrière. Pourquoi je dis que c'est un mâle? En fait, contrairement à sa sœur, elle avait besoin que d'un seul gène de son père pour devenir Isabelle. Et lui, par contre, il a l'agate de sa mère. Donc, il a les taches. Sa mère, elle était tachetée. Et donc, du coup, lui, comme il est agate, bah, c'est forcément un mâle qui sera porteur d'Isabelle parce qu'il a pris le gène de sa mère. On le voit ici, cette couleur agate, c'est sa mère. À fond blanc, hein, à fond blanc, on le voit ici et on le voit dans sa gorge. Donc, à la base, il était blanc. Et il a pris en fait la mélanine de sa mère qui est l'agate qu'on voit sur le dos, sur sa tête, etc. Et donc du coup, il a deux chromosomes sexuels. Le premier, il porte l'Isabelle, donc il est porteur d'Isabelle. Il est agate, bah, ça se voit, ça manque, c'est un panaché agate porteur d'Isabelle. C'est pour ça, connaître les règles de mutation, ça vous aide à sexer vos premiers jeunes. Hop, donc je vais prendre un dernier bébé chardonneret. Donc celui-ci, il est beaucoup plus clair et on voit déjà les taches de panachure. Il est méchant. Donc vous voyez qu'il est fasciato déjà. Hop, vous voyez qu'il est très blanc. Et derrière, vous voyez que les plumes, elles sont blanches. Mais on s'en fout des plumes qui sont là. Il faut regarder en dessous des plumes. Donc en dessous des plumes, voilà, vous voyez que tout est blanc. Voilà, la plume en dessous, elle est blanche. Donc, du coup, forcément, il n'aura pas de masque rouge qui descend jusqu'ici. Et c'est pareil, il faut les regarder aussi de ce côté-là. Donc, ça sera bien un fasciato parce que les gorges blanches, ils vont avoir les dessous de plumes grises jusqu'à ici, là, jusqu'à la joue. Donc, lui, ça s'arrête avant la joue. Donc, c'est bien un fasciato. Vous commencez à le voir. Et on va tester est-ce qu'il sera tête blanche ou pas. Non, il sera malheureusement pas tête blanche. Parce que normalement, le dessous des plumes ici, il aurait dû être blanc neige. Ce qui n'est pas le cas. Vous voyez qu'il a du gris derrière. Donc celui-ci, il sera un peu comme son père. Donc on va regarder ses ailes. Est-ce qu'il a des ailes blanches? Non. Des ailes blanches de ce côté-là. Non plus. Par contre, on voit bien les taches de panachure derrière. Mais par contre, lui, il a la queue, quelques plumes qui sont blanches. Vous les voyez là, cette plume-là, elle est toute blanche. Et donc du coup, son père, il est là. Donc il ressemble à son père. Son père, c'est un fasciato agate panaché. Sauf que son père, il a les ailes blanches. Vous allez les voir, les ailes blanches. Et lui, pendant la transmission, il n'a pas pris les ailes blanches, il a pris juste la queue. Son père, il a aussi la queue blanche. Et ça, c'est sa maman, la brune pastel. Donc voilà les amis, je vais le relâcher chez ses parents adoptifs. Donc voilà, on a abordé les critères de sécurité, hygiène, santé, examen. J'aurais peut-être une surprise à vous montrer.
Ce sont le deuxième tour de ce couple-là. Donc, j'ai des jeunes qui sont sous cette femelle. Et donc, du coup, j'en ai un qui a en plus des yeux rouges. Il est tout blanc. Il est vraiment tout blanc. Et en étudiant en fait le croisement de la brune pastel avec de l'agate, il y a deux possibilités. Pardon. Il y aura deux possibilités pour tomber sur un blanc. Quand je dis blanc, c'est pas un chardonneret blanc, ça veut dire c'est un panaché, mais vraiment de très bonne qualité. Je vous expliquerai ça lorsqu'il aura pris quelques plumes de plus, mais je suis très content du deuxième tour. Je rappelle juste dans le week-end, le samedi ou dimanche, je vais faire la suite de la cariose respiratoire. Donc je vais faire une vidéo pour deux maladies respiratoires pour les comparer, la mycoplasmose et j'ai oublié, j'ai un trou, la mycoplasmose et... Bon, vous allez m'excuser, j'ai oublié, la cariose respiratoire, la trichomonose, pardon, la cariose respiratoire, on l'a faite, il reste la trichomonose et la mycoplasmose, et donc du coup, comme les signes se ressemblent, je vais faire forcément la même vidéo pour les deux, vous comparez les différences et vous donnez en fait pas les solutions, mais les façons pour distinguer la maladie respiratoire s'il s'agit de la trichomonose ou s'il s'agit de la mycoplasmose. Donc voilà, c'était Canaries du 21. Encore une fois, je souhaite un bon ramadan à toutes les communautés musulmanes. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera ce week-end-là. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao ciao.